Bonsoir, je suis très contente d'être là ce soir parce qu'on va parler de gastronomie et que ça n'a pas été un sujet très simple ces derniers mois. Donc voilà. Vous avez fait preuve dans le métier, je trouve, d'une résilience incroyable. Donc bravo. L'idée de cette table ronde, c'est de parler de ce qui sera l'après-bistronomie. Alors en ayant discuté avec chacun d'entre vous individuellement aujourd'hui, j'ai bien compris que ça avait été amorcé il y a quelques temps et bien avant le Covid, même si sans doute il a fait catalyseur. Peut-être que pour commencer, vous allez vous présenter, ou je vous présente, comme vous préférez. On peut commencer par toi, Franck. Alors moi, je m'appelle Franck Baranger, je suis cuisinier et j'ai la chance d'avoir plusieurs adresses sur Paris. On a cinq restaurants qui sont tous basés dans... Enfin non, il y en a 4 qui sont basés dans le 9e, dans le quartier de la rue des Martyrs, et puis un qui est dans le 8e à Saint-Lazare. Voilà. Tu es un serial chef. Tu dis cuisinier, tu préfères à chef ? J'ai pas vraiment de préférence, mais j'ai pris l'habitude de dire que j'étais cuisinier. C'est le mot spontané qui vient. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. D'accord. Mais ouais, je suis chef. Hein. Ouais, aussi. Aussi, ouais, de cuisine. Ouais. Charles ? Alors, bonsoir, moi je suis restaurateur, je suis plutôt de l'autre côté, donc en salle, en service, et j'ai donc 3 restaurants à Paris, et justement je fais aussi un petit peu de vin, donc c'est pour ça qu'on a une bouteille de vin Voilà. de mon domaine qu'on a ramené pour goûter, dans le Beaujolais, dans les Pierres Dorées, dans le sud, et je suis aussi torréfacteur de café. Oui, bonsoir. Guy Boeuf, Bonsoir. je m'occupe d'une société qui habille ces gens-là et qui les fait beaux encore plus qu'ils ne le sont naturellement. Voilà. Donc je fais des vestes de chef et des tenues pour toutes les brigades, et la salle, la cuisine, et puis les étages quand il y a un hôtel. Ok. Donc c'est la société Bragard, du coup. Société Bragard. Oui. Voilà. J'avais oublié de le dire. Bah oui. Je le dis Mais tellement bon, c'est pas dans la grave, je suis là journée pour ça. que... Alors, on a beaucoup parlé de bistronomie, en fait. Ça a été un mot qui a été énormément utilisé. Et puis là, on a l'impression qu'il est un petit peu usé, qu'on en a fait le tour. Alors, qu'est-ce qui viendrait ? Quel est le mot qu'on pourrait utiliser à la place ? Est-ce que ce serait quoi ? Une brasserie ? Une gastronomie d'auteur ? Une gastronomie d'auteur ? Un restaurant indépendant ? Quel est le mot qui vous plairait le plus, en fait, si on devait sortir de la bistronomie ? Alors, je ne sais pas si on a envie de sortir de la bistronomie, mais je pense que, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce mot a été beaucoup utilisé ces dernières années, peut-être un petit peu trop utilisé, et que maintenant on a tendance à mettre un petit peu toutes les ouvertures parisiennes. Enfin, en tous les cas, moi je parle du marché que je connais, et c'est plutôt le marché parisien, mais j'imagine que c'est comme ça un petit peu partout. On a tendance à qualifier très rapidement un restaurant de type bistronomique, quoi. Oui, parce que si on le rappelle, finalement, ça conditionne un rapport qualité-prix, et en même temps, c'est une cuisine un peu corsetée dans un vocabulaire bistrotier, en Oui, fait. enfin, voilà, on sait à peu près tous ce que c'est que la bistronomie. Donc c'est un espèce de mi-chemin entre l'accueil bistrotier. C'est ça, donc évidemment la contraction entre bistrot et gastronomie. L'idée, c'est de s'offrir des produits un petit peu moins chers, et donc de les vendre aussi un peu moins cher, que ça soit un petit peu plus accessible, et d'essayer de les travailler de manière gastronomique. C'était l'idée originelle de ça. Évidemment, il y a des chefs qui ont commencé bien avant nous. On peut penser à Yves Candebord il y a peut-être 20-25 ans maintenant. Nous, quand on a ouvert notre premier restaurant il y a 12 ans maintenant, on a été qualifié de restaurant bistronomique. Maintenant, je pense que les codes ont un petit peu changé, et que peut-être qu'il y a eu quelques dérives, et que en fait, il y a d'autres types de cuisine, et il y a d'autres types de restaurants qui sont nés ces dernières années. Donc toi, tu te définis plus comme ça, en fait. Moi, j'espère toujours faire partie du monde de la bistronomie. D'accord. Et ouais, j'espère toujours en faire partie. Ouais.
Et toi, Charles, quand on s'est parlé, tu m'as dit, moi, j'en suis sorti. Non, ouais, moi, c'était mon premier restaurant, l'Office, que je n'ai plus, que j'ai vendu, mais qui s'appelle toujours l'Office et qui existe toujours, que j'avais d'ailleurs racheté à l'époque à Nicolas Shade, qui est un restaurateur qui est en Belgique, qui a 3 ou 4 adresses en Belgique, qui est très doué. Ça, c'est un restaurant bistronomique. Et après, quand j'ai eu l'opportunité de racheter le Richer il y a 9 ans, qui est à l'angle de la rue Richer, de la rue du Faux-Poissonnière, là, je pense que j'ai fait quelque chose d'autre et qui, moi, me convient bien, c'est de la brastronomie. Non, je ne sais pas, j'invente ce mot, mais c'est en fait, C'est super, la brastronomie. dans l'esprit d'une brasserie, mais avec de la qualité gastronomique. C'est-à-dire que j'avais des chefs, quand j'ai démarré, qui venaient du Ritz, à l'époque, quand le Ritz était en travaux. Donc, j'avais, sur une équipe de 5 personnes en cuisine, j'avais 4 anciens du Ritz. Et on faisait de la cuisine gastronomique, mais en étant ouvert le matin pour le café, en faisant une proposition de jus frais, de café de spécialité, de viennoiserie de qualité, de confiture maison, ainsi de suite, de choses simples mais de bonne qualité. Et après, le service du déjeuner qui pouvait être, on va dire, un peu gastronomique. L'après-midi, pareil, comme un café, bar, restaurant avec une licence 4, on pouvait venir boire une bière artisanale, des choses sympathiques. Mais il y a 9 ans, on n'était pas nombreux à faire ce que je fais. Et même aujourd'hui, je pense que sur des emplacements, on va dire des bons emplacements, peu de monde fait de la qualité et a la possibilité de faire de la qualité, parce que c'est assez bloqué quand on a un bon emplacement. Généralement, la personne qui te vend l'emplacement est celui qui te vend la bière aussi, donc c'est compliqué, c'est technique de sortir du circuit. Et donc voilà, et donc moi j'ai fait ça, et après j'ai continué avec le 5 ans de Faubourg Saint-Denis à faire aussi encore ce modèle qui est 8h du matin, minuit, 7 jours sur 7, avec toujours des chefs de qualité. Pareil, là, avec mon dernier restaurant Café Compagnon, c'est le même esprit. Donc voilà, alors c'est jamais des emplacements numéro 1, parce qu'on peut pas, on n'a pas accès aux emplacements numéro 1, mais toujours des emplacements qui peuvent un peu fonctionner, on va dire, en café, bar, restaurant, mais en faisant de la cuisine plutôt bistronomique. Et en accompagnant vraiment les lève-tôt et les couches-tard, en fait. Ça, c'est du coup cette plage horaire qui est si spécifique, en fait, à la brasserie. Oui, exactement. Et surtout, le côté, tu sais que la brasserie peut te rendre beaucoup de services. C'est-à-dire que tu peux venir prendre un café le matin ou y venir dîner le soir même, faire un rendez-vous boulot l'après-midi, boire l'apéro le soir. Mais t'as pas de... En fait, c'est plutôt toi qui es le maître du temps et c'est pas comme dans des restaurants gastronomiques où tu as un premier service ou une heure précise où tu vas aller et tu vas, toi, être pris en charge et on va te faire sur un tempo. Donc là, c'est plutôt... c'est toi le maître du tempo et tu fais ce que tu prends le lieu comme tu le veux. Voilà. Alors, on se demandait aussi, en préparant un petit peu cette table ronde, et particulièrement quand on a échangé ce matin ensemble, donc sur les routes de Mâcon, j'ai bien compris, puisque tu es en train de conduire, toutes ces émissions de Top Chef, de télé-réalité, les réseaux sociaux ont permis aussi à une jeune génération de chefs de s'affirmer, d'être plus libérés, en fait, pour affirmer leur singularité. Et donc, dans ton travail, tu accompagnes et tu habilles en fait cette génération. Et vous avez créé en fait une nouvelle ligne, en fait, label Studio B, voilà, pour répondre un peu plus à ce besoin identitaire en fait. Oui, tel que nous on analyse la chose, c'est-à-dire que particulièrement Braga, c'est une société qui a accompagné, qui a habillé les chefs dits institutionnels. Meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or, et ainsi de suite, la haute gastronomie. Et il nous fallait nous adresser à une nouvelle génération de chefs, parce que c'est très basé autour de la personnalité du chef. Donc un chef qui est plus urbain, Paris, Marseille, Lyon, qui a des attentes différentes. C'est celle que tu viens d'évoquer, entre autres, avec une cuisine qui demeure tout aussi qualitative et technique, mais il y a un aspect aussi identitaire qu'on doit accompagner. Et c'est notre démarche, et c'est ce qui a fait qu'à côté de Bragard et des gammes classiques de Bragard, jusqu'à l'ultime qu'on appelle la veste grand chef, qui est pour un chef classique institutionnel l'habit de cérémonie et de travail le plus incarné, puisque conçu entre nous, Bragard et puis Bocuse, et à côté de façon très décalée, presque avec une approche très électrique, avec des couleurs très différentes, des coupes tout aussi techniques, telles qu'on l'évoquait. On a voulu accompagner ces chefs qui portent une nouvelle cuisine qu'on voit dans plusieurs établissements parisiens. Enfin, j'ai quelques idées en tête, mais voilà. Alors moi, tu m'as dit, à un moment donné, on a des chefs qui sont plus barbus et plus tatoués. Et donc, on a adapté notre offre à ça. Oui. Non, j'ai remarqué que vous ne l'étiez pas ni l'un ni l'autre. Enfin, barbu aussi un peu quand même. Mais en fait, notre logique, elle est là. Parce que ceux qu'on voit, c'est ceux qui sont barbus, avec une barbe bien taillée, avec ce qu'on appelle des tatouages, qui semble être un élément de reconnaissance, qui est devenu comme tel. Donc nous, on a développé des vestes, où on a même des vestes institutionnelles qu'on a déchirées pour faire apparaître les tatouages du chef, à leur demande. On a même fait des vestes avec des tatouages brodés,
pour que ce côté identitaire se retrouve. Et puis, ça, c'était sur les gammes classiques. Et sur les gammes modernes, eh bien, on a des produits pour les hommes, pour les femmes, qui sont avec des coupes très respirantes, très aérées. Donc, on imagine bien le chef barbu, tatoué, véhicule électrique, qui arrive à son établissement voilà, en respectant 2-3 choses qui sont importantes pour nous. L'élégance, la qualité, c'est-à-dire qu'il a le soin du développement durable que son produit dure, comme normalement ça anime tous ces chefs. Et la dernière chose, c'est avec des produits naturels. C'est pour ça que cette année, par exemple, on a sorti des produits à base de lin français, mais tissé en France avec du lin et tout ce que ça veut dire. Et typiquement, dans les gammes qu'on a sorties, il y a beaucoup de produits de cette nature-ci qui ont vocation à adresser vos établissements, plus ou moins. Voilà. Quand on a échangé dans les premiers instants, tu me disais, Franck, dans mon métier, tout a changé, en fait. Notre façon de faire la cuisine, de la consommer, de la gérer aussi dans un restaurant. Et donc ça, tu le fais remonter déjà avant le Covid. C'est quoi concrètement, du coup, ce changement, cette manière de réinventer le métier chez toi, en fait, ça se matérialise comment ? En fait, ce que je disais, c'est que nous, effectivement, enfin, si on prend comme curseur la crise, effectivement, il y a ce que je remarque en tous les cas, c'est qu'il y a une prise de conscience assez généralisée sur, comment dire, la nécessité évidemment de prendre soin de ses de prendre soin, enfin, en tous les cas, de bien choisir ses partenaires. Il y a aussi l'obligation de s'arrêter dans un métier qui est toujours, qui fonctionne un peu au coup de feu et donc qui s'arrête un peu jamais en fait. Oui, alors ça c'est plutôt la réorganisation de comment est-ce qu'on organise la journée de nos cuisiniers et comment est-ce qu'on et au final leur rythme de travail parce qu'il y a eu aussi, en fait, cette crise-là, elle nous a permis de prendre conscience de plein de choses et à plein de niveaux. Donc il y a eu effectivement comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça depuis des années. Sur notre planète. Comment se fait-il que je laisse autant de traces et autant d'empreintes derrière moi à chaque fois que je fais un pas, finalement je laisse une empreinte et alors que je devrais, enfin je veux dire la personne qui est derrière moi ne devrait pas se rendre compte que j'étais devant lui. Ça c'est pas des préoccupations que tu avais en début de carrière en non, fait. Non, quand j'ai commencé le métier, j'avais pas cette préoccupation-là, mais parce que j'en avais pas conscience. Et pour te dire la vérité, en fait, quand j'ai même ouvert mon premier restaurant, c'est pas des questions que je me posais réellement. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais juste envie d'ouvrir mon premier restaurant et de faire en sorte que j'ai des clients et que ça marche et que les gens soient contents de ce qui sort de la cuisine et qu'ils soient bien accueillis. C'était aussi simple que ça. Enfin, moi, le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai ouvert mon premier restaurant, c'était en fait, en gros, normalement, tu dois savoir à peu près cuisiner. Maintenant, il va falloir que tu saches faire vivre une salle. Donc ça, c'est autre chose, quoi. On peut bien cuisiner, mais s'il ne se passe rien dans la salle, qu'il n'y a pas d'âme et qu'on n'est pas bien accueilli... Faire vivre une salle, c'est l'accueil, nous, on dit, dans nos restaurants, il y a 2 mots, il y a l'accueil et le désaccueil. Voilà. Donc en fait, tant que la personne, elle n'est pas de l'autre côté de la porte, en fait, elle fait encore partie elle est encore chez nous en train de dîner, quoi. Voilà. Mais... en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on avait commencé déjà à prendre conscience qu'il fallait consommer moins de viande, utiliser des produits le plus sain possible. Donc je parlais de partenaires tout à l'heure parce que notre métier, il est fait de plein de connaissances. On travaille avec énormément de gens. On a des fournisseurs qui se comptent par dizaines et dizaines. Et c'est assez facile au départ, quand on est un peu dans la tête dans le guidon, de ne pas forcément faire le tri chez nos partenaires. Et quand on est à fond et qu'on est tête baissée, on ne prend jamais le temps de savoir comment est-ce que l'autre travaille. On a juste en fait envie de recevoir nos produits, des beaux produits, et voilà. Au bout d'un moment, on arrive un petit peu à se poser, lever la tête, et on se pose la question de « Ah tiens, mais en fait, mon cochon de lait, est-ce qu'il est vraiment en plein air ? Est-ce qu'il grandit convenablement ?» Voilà. Donc nous, on avait déjà commencé notre transformation et le tri chez nos partenaires avant même la crise. Mais maintenant, je me rends compte que c'est devenu un petit peu plus généralisé, qu'on s'est rendu compte que si on en était là, c'était un peu à cause de nous aussi, même beaucoup à cause de nous. Et qu'il fallait changer notre mode de consommation, notre mode d'approvisionnement. Enfin, Charles en parlera mieux que moi, mais oui, c'est ça, en tous les cas, d'être le plus local possible.
Voilà, quand on peut avoir un produit, quand on peut avoir un produit qui vient du bassin parisien, on le prend à côté de chez nous. Quand on ne peut pas l'avoir dans le bassin parisien, on le prend en France. Si on ne peut pas l'avoir en France, on ne le prend pas. Mais on n'est pas jusque-boutiste parce que quand même, il y a quelques produits qu'on continue de travailler, comme le chocolat, le café, la vanille, voilà. C'est ça. Est-ce que tu penses que Charles, tu penses que c'est sur le sourcing que le métier a le plus évolué? Toi, tu torréfies ton café à côté de Paris. Tu fais cet excellent premier millésime Beaujolais, voilà, qui est très bon et que je découvre ce soir. Est-ce que c'est là-dessus où la différence peut-être, enfin votre métier, l'attention c'est le plus porté sur l'origine des produits, la filière aussi qu'il soutient et qu'il cautionne, voire du coup parfois l'absorption d'une partie de la filière, en tout cas de la production sur certains produits? Je pense en partie en partie. Après, je pense que c'est ce qui a beaucoup aussi évolué, c'est plus la communication, on va dire, des restaurants, la mise en avant, on peut le voir avec comme les tenues, il y a des modes, il y a des choses, il y a des tendances. C'est quand même vraiment devenu un métier de communication et on le voit bien c'est très important. Même les grands groupes de restauration qui sont faits dernièrement, c'est sur les levées de fonds, la communication, le marketing. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit la qualité, le sourcing des produits qui soient les choses, qui soient les plus, on va dire que les gens soient le plus attentifs dessus. Malheureusement, à part certains qui le font et qui à la fois aussi arrivent à bien communiquer, dont je pense Franck fait partie, ou les gens de C-Septime, ou plein de chefs comme ça. Mais c'est pas forcément ceux qui, on va dire, se développent le plus ou le plus vite. Ceux qui se développent le plus et le plus vite, c'est ceux qui sont plutôt, on va dire, appuyés par la finance et qui sont plutôt dans un développement qui est très organisé, très structuré. Parce que si tu veux te développer vite et très fort, c'est plutôt l'argent qui fait la différence que le fait de sourcer des bons produits avec Pierre-Paul ou Jacques, d'avoir des cochons de lait d'Île-de-France, c'est pas ça qui va te faire. Mais je pense que pour les gens comme nous qui sommes passionnés par notre métier, c'est sûr que c'est hyper important de savoir avec qui on travaille, de trier nos déchets et de les recycler de la bonne façon. Moi, je sais que après le problème, c'est que c'est aussi une question de taille. Et à partir du moment quand tu as fait ton restaurant, moi j'ai ouvert un restaurant il y a 3 mois, donc j'ai commencé les travaux c'était il y a 2 ans. J'ai pu réfléchir à comment j'allais gérer mes déchets, faire passer les déchets des gens qui allaient recycler nos déchets alimentaires, gérer tout ça, avoir un grand local pour pouvoir le réfrigérer. C'est des choses, il faut avoir les moyens de le faire et pouvoir le faire si tu peux le faire. Mais c'est pas forcément possible au premier restaurant. Quand tu prends un petit restaurant qui fait 100 mètres carrés, ta seule envie, c'est d'ouvrir et de faire ta cuisine. Donc, Mais vous êtes quand même l'interface. Je repense à ça parce que finalement, quand Delphine Plisson, elle a ouvert sa maison Plisson et qu'elle s'est mise à communiquer sur le sourcing, je trouve que les choses évoluent beaucoup parce que vous vous appropriez les sujets et vous êtes l'interface de toute cette chaîne alimentaire. Alors je pense qu'elle est à la fois vertueuse pour le consommateur et aussi du coup pour le producteur qui doit être incité, enfin que sans doute vous incitez, que vous challengez en fait à optimiser son produit ou à le produire plus proche avec une consommation ou une fabrication plus raisonnée. Donc c'est sûr que ça aide énormément et il y a on voit plein de producteurs qui émergent. Même moi, je vois j'ai une maison près de Fontainebleau à Courance, que ce soit des producteurs de pommes de terre qui font des pommes de terre bio maintenant depuis 10 ans, ou de volailles, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de choix. C'est vrai qu'il y a une vraie tendance depuis 10 ans là-dessus et qu'on arrive aujourd'hui à sourcer des produits bien plus facilement et de bien meilleure qualité et que c'est un cercle vertueux, même du côté de la communication, parce que de plus en plus de gens en parlent. Il y avait une des dernières filles de Top Chef, Chloé Charles, qui était très là-dedans à fond et qui fait... et je pense que c'est maintenant essentiel. Et dès qu'on peut le faire, on le fait, c'est certain. Alors, il y a une notion qui est apparue fortement avec le Covid notamment, c'est la notion de bien-être dans cette profession qui semblait parfois être à la dure, beaucoup. Il y a cette idée de brigade très structurée. J'imagine que vous devez le ressentir dans les vêtements. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui parvient à s'adoucir, en fait? La question s'adresse à moi. Ben voilà. En fait, il y a 2-3 choses, mais c'est plutôt à vous qui devriez répondre. Moi, j'ai une lecture qui est de dire les chefs, on s'en occupe bien, très bien, depuis longtemps. Les brigades, on s'en occupe, mais ça dépend souvent du chef ou de l'investisseur qui définit le rang.
Et on a vu des débats récents où les salaires devaient être visités de tous les gens qui travaillent dans les cuisines de l'ordre de 16%. Et moi, j'ai une réflexion qui est de dire, oui, mais on doit aussi valoriser les gens. On les valorise parce qu'on les habille bien, avec élégance, et on les habille en leur donnant des vêtements de travail qui sont dignes du métier ou du beau métier de restaurateur qui doit être fait. Et cette dimension-là est complètement été oubliée. Donc quand vous dites adoucir, oui, on a des produits qui n'ont pas vertu à être plus doux ou plus protecteurs qu'autre chose, mais ils sont identitaires. Et la notion d'identité visuelle et du sentiment d'appartenance, elle est extrêmement importante. On voit dans des restaurants qui emploient alors on va dire officiellement, dans les meilleurs cas de figure, des gens en brigade qui sont pas habillés à la hauteur de l'établissement. Et au-delà des 16%, moi, bien humblement, je dis, si vous voulez être doux avec votre personnel, essayez de les habiller correctement aussi, même s'ils sont en cuisine ou s'ils sont en salle. Voilà, c'est juste mon propos. Alors ça va un peu plus loin que les 16%, mais je pense que c'est du personnel et qui donnerait, parce qu'on on parlait tout à l'heure un petit peu des difficultés à recruter dans les écoles hôtelières, les écoles de restauration. Et quand vous rentrez dans ce type de filière-là, vous êtes habillé, vous êtes respecté, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Et vous faites un beau métier. C'est dommage que les chefs soient souvent bien habillés et qu'on considère souvent les brigades comme des éléments un peu secondaires du dispositif. Voilà. C'est votre cas dans les... Alors non, nous, on les habille pas. Et voilà. On les habille pas. Enfin, non, on les habille pas. On fournit évidemment tablier, torchon, les chaussures, voilà. Mais après, les vestes de cuisine et les pantalons, c'est eux qui s'en occupent et qui s'habillent seuls. Après, on vous donne souvent votre adresse. Mais c'est voilà. Donc c'est les Gare de l'Est, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on est voisins, c'est pour ça. C'est ça, j'ai compris. Mais vous êtes les bienvenus comme vous voulez. Oui, on vient. Et non, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement, il y avait comment dire, évidemment, il fallait revaloriser les salaires sur certaines grilles. Je pense que oui, effectivement, certains établissements respectaient pas forcément leurs employés sur les grilles salariales. Après, nous, on s'est quand même posé des questions. On pensait que nous, on était plutôt dans les clous, mais quand même, par souci, on a appelé plein de cabinets RH pour voir si nos grilles de salaire étaient quand même assez dans les clous. Il se trouve qu'on était au-dessus, donc pour le coup, on n'est pas trop mal. Mais c'était pas tellement... nous, notre souci, c'était pas tellement les sous. Enfin, on n'a jamais eu de plainte et tout ça. Mais par contre, c'est clair qu'on a un métier où on donne beaucoup de sa personne, on donne beaucoup de son temps. Et ça fait déjà quelques temps que moi, je le remarquais et que je voyais mes équipes qui bossaient beaucoup. Mais je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on ouvre sa première affaire, qu'on est avec son équipe, qu'on bosse beaucoup, on ne se rend pas forcément que son équipe est en train de bosser autant que... qu'on est en train de bosser un petit peu trop. Et j'ai été aussi dans ces travers-là, d'avoir mes équipes qui bossaient 14 heures par jour avec moi, 5 jours par semaine. Voilà, mais après, ça se calme. Je veux dire, au bout d'un moment, on n'est plus dans la période d'ouverture, on revient sur un rythme normal, mais on travaillait 5 jours en coupure. Voilà. Ça a duré 4 ans. On a ouvert notre premier restaurant. 3 ans après, on a ouvert notre deuxième restaurant. Et 1 an après l'ouverture de notre deuxième restaurant, on a pris la décision de restructurer toutes nos équipes et de passer en fait tous nos employés à 4 jours par semaine. Donc en fait, ça paraît maintenant, et du coup, ça paraît maintenant assez commun. Mais pas tout à fait, mais c'est vrai que le sujet... Ouais. Comment ? C'était avant la crise. C'était il y a 6-7 ans, quoi. Donc, on a passé tous nos employés à 4 jours par semaine et on a pris la décision qu'ils aient 3 jours de congé. En grossissant les équipes et en faisant en sorte que, que leur journée soit moins longue. Donc, effectivement, nos employés font tous entre 10 et 10h30 parce que heures par jour, 4 jours par semaine. Ils ont 3 jours de congé. Et on leur donne une semaine aussi. Quand on leur donne une semaine de vacances, on essaye de faire en sorte que les 3 jours de congé soient évidemment collés. Donc voilà. En tous les cas, nous, ce qu'on avait ressenti, c'est que finalement, les gens dans notre métier, ils ont besoin de gagner convenablement leur vie, comme tout le monde.
Mais finalement, ce qu'ils voulaient, c'était juste avoir un petit peu plus de temps pour être à 2000%, pour pouvoir être aussi à 2000% au boulot, quoi. C'était juste une question d'équilibre, de retrouver un équilibre familial, de pouvoir construire quelque chose à côté aussi de notre métier. Voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de leur apporter. Et c'est quand même toujours une ambiance plutôt brigade ou colo ? C'est-à-dire, parce que ça aussi, en tous les cas, il y a évidemment la notion du respect. Pour nous, elle est hyper importante. On a plutôt la chance d'avoir des équipes qui s'entendent super bien. Après, c'est une question aussi d'exemplarité. Je veux dire, c'est quand même souvent les responsables et les chefs qui donnent un petit peu l'ambiance en cuisine et en salle. Après, nous, on fait hyper attention à nos recrutements. Moi, je m'occupe de tous les recrutements en cuisine, donc je fais très attention. Évidemment qu'en premier, je veux dire, si j'ai 2 CV en face de moi et que j'ai un CV hyper gastronomique, mais que je sens que la personne est un peu trop dure, et que j'ai quelqu'un de sympathique et qui a un CV un peu moins gastronomique, bah, forcément, je vais aller plutôt vers la personne sympathique en me disant, bon, bah, cette personne-là, j'ai envie de la voir tous les matins. Et je pense que les mecs qui bossent avec moi en cuisine, ils auront plus envie de le voir lui aussi. Donc c'est comme ça que nous, on structure nos équipes. Mais sinon, non, il y a une notion de brigade. De toute façon, pour que ça fonctionne, c'est un peu en échelle. Je veux dire, on a quand même des postes à respecter avec des chefs, des secondes, des chefs de partie, des commis. Si on veut que ça fonctionne, il faut que, quelque part, ça soit très, très structuré. Ce ne sera jamais une start-up, en fait, un restaurant. Les start-up, c'est exactement comme les brigades de cuisine. Parce qu'ils te donnent un baby-foot, qu'ils ne sont pas en train de te presser comme un citron. J'avais une autre question, justement, Charles. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé et apportent au métier, en fait ? Et est-ce que toi, tu aimes bien les pratiquer ? Qu'est-ce que tu vas y chercher ? Moi, je déteste, personnellement. Je trouve ça vraiment... Je les utilise un peu parce que je suis obligé, mais je trouve ça vraiment un peu absurde. Parce qu'on voit aujourd'hui des restaurants qui sont extrêmement forts en réseaux sociaux, etc. Et malheureusement, l'expérience derrière, après, la vraie expérience, pas l'expérience sur les réseaux sociaux, est vraiment pas agréable. Le plus important pour moi, c'est le contact dans un métier humain. C'est au moment où tu vas passer la porte, comme tu disais, l'accueil, et après tout ce qui s'ensuit, quoi, la cuisine qui va être apportée et la passion donc des cuisiniers derrière. Et voilà, moi je les utilise forcément comme tout le monde, mais c'est pas, je ne fais pas avec plaisir. J'avoue, je demande à ma femme de m'aider beaucoup parce qu'elle est meilleure que moi là-dedans. mais c'est pas, moi je trouve ça pas très. J'y passe pas beaucoup de temps. Quoi. Donc, tu n'as pas fait un Insta Café, en fait. Tu n'as pas réfléchi à ton lieu en fonction des prises Instagram, photos non, éventuellement qu'il pourrait générer. Non, on n'a pas. On a plutôt. Non, on n'a pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui achètent même des restaurants en se disant on pourra faire un truc parce qu'il y a la bonne hauteur sous plafond, parce qu'il y a le bon truc, ou mettre des trucs brillants. Non, moi, j'ai pas fait comme ça. Non, mais je pense que si on est peut-être aussi d'une génération un peu plus âgée, on est peut-être aussi le truc, on n'est pas la génération des non, mais quand on a commencé, en tous les cas, il n'y avait pas, Instagram, je pense, parce qu'en réalité, quand on pense réseaux sociaux, pour l'instant, j'imagine que c'est celui-ci qui est le plus... en tous les cas, moi, j'entends parler que de celui-ci. On le pratique aussi. Mais on a appris quand même à s'en servir parce qu'il y a un moment où on s'est rendu compte quand même que c'était quand même assez important. Pour le coup, premier confinement, donc les restaurants ferment. On ne sait pas trop, tout le monde est perdu évidemment, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Se passe quelques semaines, se passe 1 mois, 2 mois, et puis à un bout d'un moment, on commence à penser à la vente à emporter. Voilà. Sauf que nous, on se dit, nous, la vente à emporter, on ne l'a jamais fait. Ok, bon, super, on va faire de la vente à emporter. Sauf qu'on n'avait pas de site internet, on n'avait pas de compte Instagram. Et on prenait encore les réservations, nous, toutes les réservations, on les prenait au téléphone sur un cahier avec un crayon de papier, quoi. Et là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour dire aux gens qu'on va faire de la vente à emporter, quoi. Et donc là, c'était un peu branle-bas de combat, création d'un site internet en urgence, mais alors avec un associé à Annecy, un en Champagne, le comptable à Paris. Comment est-ce qu'on fait ? On ne savait pas ça, on ne savait pas faire. Donc il a fallu créer un site internet, un site marchand, un compte Instagram, faire en sorte qu'il y ait quand même des gens dessus pour que quand on passe une nouvelle, elle soit un petit peu vue. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un sacré outil de communication. Mais après, c'est comme tout, quoi. Ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise. Si on l'utilise pour parfois poster un truc parce que
On se dit, ah, mais ça c'est tellement beau, j'ai envie de montrer que ce produit est super sympa, ou de mettre en valeur le travail d'un vigneron, voilà. Donc ça peut être très sympa. Après, là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est quand on commence à utiliser le compte Instagram d'un restaurant pour mettre en valeur, ou en tous les cas faire sortir quelqu'un du lot de l'équipe. Voilà. Donc, mais vous êtes confronté à cette concurrence en fait. Oui. Je sais pas, Jean Humbert aujourd'hui est au Plaza, mais il a très bien su, il a été suffisamment malin pour jouer effectivement de la télé-réalité et d'Instagram pour parvenir à. Donc en fait, les chefs aujourd'hui ont cette dimension de communicant en fait. Est-ce que finalement c'est se mettre un petit peu en résistance que de se dire bah non, moi j'ai envie que ce qui est à vivre se vive en fait dans l'instant ou... Non. En fait, justement, je pense qu'il ne faut pas résister et qu'il faut essayer justement de pratiquer, enfin de justement s'adapter à ça. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je pense que c'est un outil extraordinaire qui est plutôt assez sympathique, assez bienveillant. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas qu'on se fait pas tellement trop chahuter quand on va sur Instagram, que c'est super. Après, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Et c'est un peu il faut l'utiliser d'une manière avec laquelle on est à l'aise, quoi. Et c'est vrai que la jeune génération, c'est comme s'ils étaient déjà préparés à être exposés. Quand ils commencent le métier, en fait, ils sont tellement à l'aise avec les réseaux sociaux, tellement à l'aise avec le fait de partager déjà des photos avant même de commencer la cuisine. Enfin, quand ils commencent la cuisine, ils ont déjà peut-être partagé des plats qu'ils ont fait chez eux, à la maison, des dîners chez les copains. Donc, quand ils arrivent dans les restaurants, en fait, ils sont déjà préparés à être un petit peu sur le devant de la scène, quoi. Un peu plus que nous, on ne l'a été. Ça, c'est sûr. Oui, je pense que si. À une époque, nous, c'était vraiment les journalistes qui faisaient les restaurants. Et maintenant, c'est un peu moins le cas. Et ce qui est juste différent. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu une époque, quoi, comme toi, on a connu une époque où c'était vraiment... tu avais les 10 journalistes importants qui venaient chez toi. Et si eux avaient aimé, ça te facilitait la vie, mais énormément. Moi, mes restaurants ont été lancés grâce aux journalistes. Que ce soit l'Office, le Richer, et après au Fooding, au Guide Lebet, à toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins le cas. Ils ont peut-être un peu moins d'impact. Et c'est vrai que, comme tu dis, les jeunes qui sont très doués dans la communication, pas très doués dans la communication, c'est aussi un côté où ils trouvent ça peut-être, je pense que toi et moi, on trouve ça peut-être un peu stupide de se dire, je vais pas prendre des photos de tout ce que je fais, et ça n'a aucun intérêt, ça n'intéresse personne. Mais en fait, finalement, c'est peut-être ça le truc que tu vois, des trucs qui pour nous paraissent anodins, et on se dirait vraiment, mais jamais je vais faire une photo de ça n'intéresse personne, ça n'a aucun intérêt. Bah, tu vois, le côté, les gens se prennent au jeu, ils trouvent ça cool de voir le mec faire un plat, essayer un plat chez lui. Après, tu vois, se faire une vidéo, un Insta live de lui en train de raconter, j'ai loupé ça, j'ai fait ça. C'est l'instanomie, en fait. On aurait dû parler de l'instanomie. Ah ben voilà. Et vous, dans ton métier, en fait, est-ce que du coup, on peut imaginer qu'à un moment donné, l'uniforme, qu'il n'y ait plus de barrière, en fait, et que l'uniforme devient le vêtement de tous les jours, enfin, parce que là, Franck disait qu'il y a... C'est un des axes que nous avons. Plusieurs gammes chez nous, celle que j'évoquais sur Studio B, mais l'orientation vers le streetwear et le vêtement qu'on utilise dans son établissement. Mais on sort dehors, on a le même bonhomme, mais on reste habillé pareil. Ce qui fait la différence, c'est que certains chefs aujourd'hui vont dans des restaurants, des magasins fashion classiques pour être apportés. Et en fait, il y a une notion qui est oubliée, c'est la durabilité du produit. Ça, c'est un aspect important parce qu'il doit être résistant, il doit durer dans le temps. Les textiles utilisés et technique, les coupes utilisées. Quand même, ouais. Et puis, deux, trois éléments, mais pour rejoindre ce que vous évoquez, c'est que nous, par exemple, dans le magasin que vous évoquiez à Gare de l'Est, vous pouvez ramener vos vestes usagées. On les recycle. Je vous dirai pourquoi faire après, mais on les recycle pour faire autre chose dans notre développement. Et nos produits, nous, ils sont imaginés, ils sont développés, ils sont tissés, blanchis, anoblis, dans une région qui n'est pas Paris, mais qui s'appelle les Vosges. Donc, on a cette logique-là. C'est pas un hasard que si on est à Gare de l'Est. Mais c'est cet aspect-là de sportswear qui s'inscrit dans une logique, je peux le réutiliser, je ne gaspille pas, c'est celle qui nous anime aujourd'hui dans une de nos démarches et l'ensemble de produits. Mais il est clair que dans nos produits aujourd'hui, on a des nouvelles gammes là qui sont utilisables à la maison, enfin ou à la maison dans la rue, parce qu'on n'est pas personne différente. Il y a quand même néanmoins pour les chefs et leurs brigades un aspect statutaire, vestimentaire de reconnaissance. Il y a aussi récemment, puisqu'on évoquait les réseaux sociaux, un aspect de starisation des chefs aujourd'hui avec les
tous les concours télévisés qu'il peut y avoir, qu'on prend en compte, parce que nous, on se retrouve avec un univers de chefs qui sont effectivement habitués à la communication, mais qui ont des agents. Alors, il y a un côté food business qui est extrêmement important. Et vous parliez du lancement de Jean Imbert, ce qui est caractéristique de Jean Imbert. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais il y avait les journalistes qui ont fait le relais additionnel, c'est-à-dire que c'est un retour. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, c'était des guides qui vous donnaient la notoriété, puis l'évolution dans la notation. Après, il y a eu les réseaux sociaux et c'est tout le monde qui faisait. Maintenant, c'est un peu plus l'inverse. C'est peut-être vrai ce qu'il dit sur le réseau social, mais si je le lis sur Figaroscope ou que sais-je, ça devient un peu plus vrai. Donc ça c'est une chose qu'on doit prendre en compte. Et nous, on a une activité digitale qui est extrêmement forte pour défendre notre marque, parce qu'elle est internationale d'une part, mais parce que c'est un élément important, parce que nos clients, ils sont sur Insta, et quelque part, l'aspect sur lequel ils se présentent est extrêmement important. Et je parlais de Studio B tout à l'heure, on a même pensé que Studio B ne pourrait être une marque qui serait que sur les sites Internet. Tellement elle est facile à appréhender et facile à communiquer vis-à-vis d'une population pour laquelle c'est très naturel. Le réseau social est naturel et les produits le sont tout autant. Du coup, le restaurant idéal, ou la chose que vous aimeriez ajouter ou partager, ajouter à votre activité, ce serait quoi en fait? Est-ce que cette étape d'après, elle est complètement conquise? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que vous proposez dans vos lieux en fait respectifs, c'est totalement satisfaisant, ou bien il y a encore des choses, des envies, des challenges en fait, parce que le métier bouge beaucoup en fait. Moi j'ai vu on a pas mal parlé dernièrement de chefs femmes qui, au cours du Covid, ont profité pour réinventer un petit peu, vivre leur utopie dans leur lieu. La restauration se prête à ça, on dirait. Quelle serait l'étape d'après pour vous, là, maintenant? Dans nos restaurants, l'étape d'après, on a plusieurs projets. Après, honnêtement, là, on est plutôt dans une période de consolidation. Ouais. Et de sortie de crise. Donc, comme on disait, c'est qu'on essaye d'être un peu optimiste. On l'est de plus en plus. On a plutôt l'impression d'être vers quelque chose de plutôt sympa et que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on pense. Donc là, on est plutôt en sortie de crise. On consolide. Après, il y a des choses qu'on avait en tête et qu'on a mis entre parenthèses depuis 2 ans. Notre façon d'accueillir les clients dans notre restaurant de poisson, qui est la Belle Maison, mais qui est une maison, on appelle ça une dent creuse à Paris, avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Et nous, il y a un truc qu'on n'a jamais osé faire, c'est qu'on n'a jamais osé ne pas prendre de réservation. Voilà, parce que on trouve ça rassurant d'être complet et d'avoir les réservations et de savoir combien de couverts on va faire. Mais on trouve aussi qu'il y a un côté moins spontané. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place avant la crise. Et à la Belle Maison, là, on va peut-être essayer de faire ça cet été. Ça paraît pas grand-chose, mais quand ça fait 11 ans qu'on prend des réservations et qu'on commence les services et qu'on sait à peu près combien de couverts on va faire, c'est très rassurant. Et je ne sais pas trop dans quel état je vais être quand je vais être là et qu'il y aura 0 réservé et que je ne sais pas si les gens vont venir d'eux-mêmes pour boire un verre, manger. Voilà. Et aussi une manière de servir aussi peut-être un petit peu plus spontanée, simple, direct. Il y a une histoire de proximité qui se recrée. Je pense qu'on a été privé du rapport. Avec la création de la terrasse de la Belle Maison qui s'est agrandie. On s'est dit que en fait, cet espace-là a été fait justement pour accueillir les gens et que je me suis mis à la place des clients et je me suis dit entre potes, je me verrais bien arriver, prendre un coup de blanc et demander des huîtres ou manger autre chose, quoi. Et donc on va essayer cet été, mais ça paraît pas grand-chose, mais pour moi c'est très stressant. Je crois que c'est le truc qui me stresse le plus pour l'instant. Toi, Charles, tu l'as déjà fait, du coup, le sans réservation. Oui, moi, je découvre la réservation, justement. Voilà. Dans mon dernier restaurant, on réserve, c'est le très seul. Rassurant, t'as vu? Non, moi c'est très rassurant, mais je trouve ça très, très décevant quand quelqu'un a réservé et ne vient pas, ou t'annules au dernier moment, ou arrive quand ils ont réservé pour 10 et disent « Ah, on est que 6, finalement.
tandis qu'ils sont là. Donc moi, je trouve ça, moi j'aime bien le côté, c'est vrai que sans Reza, c'est quel bonheur quand tu vois, même si c'est en temps très compliqué, arriver tout le monde d'un coup, tout le monde est là, c'est un peu la folie, c'est un peu le bordel, et tu dis jamais non aux gens parce que tu as envie de leur dire non. Donc tu cales 2 personnes au bar, tu dis à des gens en terrasse, ça va être prêt dans 10 minutes ou 15 minutes, ils boivent un verre en terrasse sous les chauffes-terrasses. Il y a une ambiance qui est assez sympathique, et j'aime bien cette spontanéité, mais à la fois, c'est sûr qu'avec les réservations, on peut avoir des groupes de personnes qui viennent pour fêter un événement. C'est notre clientèle aussi, donc c'est sympa aussi. Je pense que les deux sont assez complémentaires. Après, moi, je te déconseille de changer le modèle. Si tu es habitué à prendre la réservation, il ne faut pas que tu changes tu vas perturber ta clientèle. Je pense que si tu prends pas de résa, il faut le faire dès le premier jour, jamais changer. Et nous, on a failli avec le Covid se dire on va prendre des résas au Richer au 52. On s'est dit non, il ne faut absolument pas changer ça. Et c'est pareil, maintenant, nous, à Café Compagnon, on prend des résas, donc on prendra toujours des résas, mais il ne faut pas changer, même si ça fait longtemps. Je pense que ça perturbe les gens, donc tu es obligé de garder les résas. Je te dirai si ça marche, quand même. Mais non, et moi, le restaurant du futur, c'est quoi? Ou restaurant, non, c'est m'amuser dans des projets. Je ne sais pas si ça sera demain. Moi, j'aime beaucoup les travaux. J'aime beaucoup aussi prendre des espaces qui sont vraiment pas bien agencés. Essayer de réfléchir, travailler sur la circulation du personnel, circulation des clients, trouver de la lumière, au maximum de lumière dans le bâtiment. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je pense que je ferai d'autres restaurants, peut-être un hôtel un jour. Moi, j'aimerais bien faire un hôtel. Je trouve ça sympa d'avoir des gens qui sont là pour un temps plus long chez toi. Voilà, après, c'est pas donné les hôtels à Paris, donc on verra. Tu les gardes déjà un bon moment. Ça commence très tôt le matin et ça finit assez tard le soir, le Café Compagnon. Donc, voilà. Moi, juste peut-être une recommandation en vous écoutant, c'est le personnel de service dans la salle. Je crois que c'est un élément, si je peux me permettre, hein, vous êtes les patrons dans vos boîtes, mais le personnel de service est tellement incarné de la cuisine, de l'accueil, de l'entrée quand il n'est pas dans la rue, mais qu'il est rentré à l'établissement. Et il est quelque part aussi identitaire de ce que vous proposez de l'expérience que vous proposez à votre client. Et si je peux me permettre, de nouveau, c'est un élément que vous devriez, en tant que profession, regarder beaucoup plus. Votre personnel de salle, à la fois dans sa présentation, comment il présente les produits, comment il gère la clientèle, comment il l'accueille jusqu'à la fin, jusqu'à le moment ultime. Et bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que bien souvent, on arrive dans les établissements où les tenues qu'ils ont sont éculées, fatiguées, parce que souvent, on ne fait pas attention à mais quand on est client, ce que je suis assez fréquemment, c'est des choses qu'on voit. On dit, tiens, c'est pas à la hauteur de l'établissement. Alors c'est peut-être très bien en cuisine, et en quoique, mais en salle, n'oubliez pas dans le restaurant du futur qui comme un idéal, ce personnel de salle, et qui verra et qui trouvera aussi un élément de reconnaissance de son métier. Bon, en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas été trop touché par la pénurie, en fait, le manque de personnel. Donc, il y a un état d'esprit dans vos 2 lieux respectifs qui fait que les gens sont fidèles et restent, en fait, dans le staff. Alors, c'est sûr que nous, on s'estime plutôt chanceux parce que... C'est une exception, hein. Ouais. Alors, je pense qu'on a l'exception sur le plateau. Ouais, mais du coup, on est quand même très stressé parce qu'on entend dire que c'est très compliqué. Et ça nous était déjà arrivé de mettre un peu de temps pour trouver la perle rare. Mais on a plutôt de la chance mais c'est aussi un choix, c'est que nous on est surstaffé, donc c'est pas du tout intelligent financièrement, mais en réalité ça s'avère plutôt payant en ce moment. On a une personne de plus dans chaque restaurant, donc nous on est plutôt bien, ce qui veut dire que voilà, on est moins stressé à ce niveau-là, que ça se ressent aussi. Nos équipes sont plutôt détentes et après, je sais pas. Enfin, je crois qu'ils sont plutôt bien. Enfin, moi, j'ai des gars qui bossent avec moi. Donc, ça fait 12 ans qu'on a ouvert. J'en ai qui bossent avec moi depuis 8 ans. En général, les gens restent au moins 3 ans chez nous. Et je crois que c'est largement au-dessus de la moyenne dans le métier. Et je crois que ceux qui restent le plus longtemps chez nous, c'est les serveurs. Les serveurs. Donc je crois qu'ils sont bien, mais je penserai à leur tenue vestimentaire. Et non, mais après, ouais, c'est en tous les cas, c'est sûr et certain, on peut pas le nier. Je pense que c'est difficile de recruter. Donc nous, on a de la chance, mais toujours est-il que c'est difficile de recruter, que y a moins de candidats. Et qu'un coup on se dit que c'est les cuisiniers qui sont difficiles à recruter, un coup c'est les serveurs, enfin là
j'ai quelques copains qui sont inquiets, qui ont du mal à trouver. Ouais. À trouver, ouais, Donc, du coup, ça nous inquiète aussi parce qu'on se dit que ça sera notre tour le jour où quelqu'un partira. On aura aussi du mal à trouver, quoi. Ouais. J'ai l'impression que les choses sont mises en place pour qu'elles fonctionnent bien. Donc, parce que les problèmes avaient été pas mal anticipés. Enfin, c'est ce qu'on se disait en début de. Oui, c'est sûr. Mais bon, j'espère que il y aura un élan général qui fera que le métier restera attrayant, parce qu'on a quand même un métier extraordinaire et qui est basé sur des valeurs qui sont géniales. On parlait, on n'est pas une start-up, c'est sûr qu'on n'arrive pas et que... bon, après, moi, j'ai jamais bossé en start-up, bon, ça a l'air moins sympa quand on parle, mais c'est des métiers qui demandent de la rigueur, qui sont difficiles, il y a un vrai engagement mental, il y a un engagement physique, ça c'est sûr, mais c'est aussi ce qui fait la valeur de notre métier. À partir du moment où il y a aussi de la reconnaissance et de l'exemplarité autour de toutes ces personnes-là, je pense que c'est un métier où on peut grandir, où on peut s'éduquer à tous les niveaux et être satisfait immédiatement de ce qu'on fait. C'est pas commun, ça. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et immédiatement, alors je parle de la cuisine, mais en salle aussi, quand on fait plaisir à quelqu'un, déjà, enfin, je veux dire, quand on fait un métier pour faire plaisir, c'est déjà pas mal. Et quand on est en cuisine, on peut s'étonner de ce qu'on vient de réaliser. C'est génial. S'il y a autant de reconversions qui se tournent, autant de personnes en reconversion qui se tournent vers notre métier, c'est que moi, je reste optimiste par rapport à ça, quoi. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais il y a aussi un aspect, je pense aussi, c'est pour ça que beaucoup de gens ont arrêté ce métier ou ont changé ce métier. C'est que c'est un métier comme finalement pas tant de métiers que ça, mais c'est un métier qui est extrêmement physique. Et donc c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement. Et c'est vrai que soit en fait la seule possibilité qu'on a, c'est comme Franck ou moi, c'est créer son affaire. C'est un moment avancé pour aussi finalement découvrir de nouveaux on va dire de nouveaux terrains de jeu, parce que sinon tu vas faire que cuisiner ou que faire du service. Mais toi comme moi, on peut rechercher des fournisseurs de vin, rechercher des gens avec qui travailler, faire de l'agencement de nos lieux, s'amuser dans plein de sujets. Donc c'est vrai que c'est pas facile si tu fais que ce métier en tant aussi que salarié. C'est un moment difficile et je peux comprendre que des gens aient quitté ce métier. Parce que aussi c'est très très dur d'avoir le courage de se lancer en tant qu'entrepreneur, de prendre un crédit, de monter une affaire, une deuxième, et c'est un peu une course en avant. Toi et moi, je pense que c'est finalement une course en avant parce qu'à un moment, nous, tous les deux, comme tout le monde, à un moment on va vieillir, on va avoir 50, 60, 70 et on ne peut pas faire le métier comme là on le fait. Non mais comme là on le fait. Tu vois ce que je veux dire, moi j'ai commencé à 15 ans dans le métier, donc j'en ai 40, ça fait 25 ans. Et en fait, c'est sûr que soit tu développes des choses et tu développes tes compétences et tu deviens, moi je fais encore vachement de services en salle, tu vois, je dois en faire 8 par semaine ou 9 par semaine et je fais plein d'autres choses aussi en parallèle, mais mes journées, moi c'est comme toi je pense, 9h du matin, minuit, si tu veux, 5 jours par semaine au taquet. Parce que si on adore ça, il y a l'adrénaline. Mais est-ce que tu ferais ça, tu penses, pour quelqu'un d'autre? C'est pas sûr. On le fait aussi pour nous, on a plein de gens qui le font avec nous. Et c'est sûr que c'est difficile pour les gens qui le font juste comme un boulot, s'ils voient pas de perspective d'avenir. C'est ça que moi j'aime beaucoup. Je recrute beaucoup de gens qui sont des futurs restaurateurs. Je dis souvent à des gars, ça va leur paraître bizarre, en entretien d'embauche, moi si tu peux monter le restaurant, ça m'intéresse pas en fait. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est parce que tu n'auras pas l'ambition d'essayer de me prendre toutes les infos possibles, de donner le meilleur de toi et d'avoir envie d'apprendre un maximum de choses. Et moi, ce qui me plaît, c'est justement de te faire grandir au maximum et qu'un jour, tu me dises merci, au revoir, tu ailles monter ton restaurant. Et voilà, alors j'en ai peut-être, je pense, 20 des anciens salariés qui ont monté des restaurants, ce qui est plutôt gratifiant. Ouais. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Il y a eu un peu de tout. Et voilà, et moi, c'est ce qui me plaît, c'est un peu capitaliser sur ces futurs entrepreneurs. Parce que moi, en tant que salarié, j'étais salarié pendant 10 ans dans la restauration. J'ai adoré, j'ai appris énormément de choses. Et souvent, les gens me demandent des conseils en reconversion. Les gens qui vont monter des restaurants me demandent des conseils. Moi, le premier conseil que j'ai envie de leur donner, déjà, travaille dans un restaurant avant de vouloir monter un restaurant. Parce que il n'y a jamais une personne qui va te dire ah, j'aimerais bien être médecin, demain je vais opérer quelqu'un, ça lui paraîtrait totalement débile. Mais le nombre de mecs qui vont te dire moi j'adore cuisiner, je vais monter un restaurant, je pense que tu en connais des milliers, non? Oui, ça c'est assez. Oui, c'est le métier qui semble facile d'accès en fait. Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est que effectivement, là c'est peut-être une dérive, une des dérives des réseaux sociaux ou d'autres choses, mais peut-être d'avoir fait croire que le métier était aussi facilement accessible et aussi facile, qu'on pouvait progresser assez rapidement et qu'on arrivait à ce niveau-là
juste en le pratiquant. C'est quand même un métier d'apprentissage qu'on peut commencer plus ou moins tôt, mais je veux dire, on met quand même pas mal d'années avant de commencer à maîtriser la cuisine. On peut avoir ce qu'on appelle un peu un talent particulier et pratiquer la cuisine d'auteur. Donc la cuisine d'auteur, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, on peut ne pas vous dire que c'est pas terrible. Enfin, c'est une cuisine d'auteur, donc voilà. Mais effectivement, c'est un métier où on doit accepter de passer par les étapes d'apprentissage. Et donc, les étapes d'apprentissage, c'est aussi des moments où on vous dit que c'est pas terrible ce que vous faites, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que machin. Ensuite, on a aussi un métier où ça va vite. Parfois, on peut se dire les choses. Alors, évidemment, enfin, nous, on utilise beaucoup le mot courtoisie dans nos restos et tout ça. Enfin, on aime bien que les gens soient courtois. Donc, on peut se dire les choses de manière courtoise, mais en même temps, on peut se les dire de manière courtoise, mais assez rapidement. Et pour que l'info passe assez rapidement et que les choses soient corrigées assez rapidement. Donc ça peut être un petit peu difficile au départ, quoi, de faire, pas forcément faire bien. On n'est pas forcément habitué à ce qu'on nous dise qu'on ne fait pas bien. Mais c'est comme ça qu'on progresse et il faut pratiquer, quoi. Mais effectivement, l'engagement physique fait partie du métier. L'engagement mental aussi, parce que justement, quand on vous dit... on peut passer des journées un peu pourries, quoi, en cuisine. Ça arrive, mais comme dans tous les métiers en fait. En fait, on ne met pas sur Insta quand ça arrive, en fait, c'est pour ça. Alors maintenant, il y a un film qui vient de sortir, il paraît que le service se passe de manière catastrophique, avec tout ce qui peut se passer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je crois qu'il faut que... Alors, soit je vous donne mon micro, soit il faut aller au micro là. Je ne sais pas comment ça se passe pour les questions. Merci beaucoup. La question, c'était par rapport à ce que vous disiez en préambule. Quel mot à la place de bistronomie? Vous avez utilisé le mot restaurant indépendant. Donc, c'est quelque chose qu'a soulevé un petit peu Charles avec les fournisseurs. On sait qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui, par des contrats de bière, etc., tiennent un peu les meilleurs emplacements, etc. On mange la même chose, on voit la même chose. Alors, comment, d'un côté, retrouver un mot qu'on ne plus, qui est le mot populaire, avec d'un côté ces grandes adresses où on mange la même chose, et de l'autre côté ce que vous faites un petit peu à proposer des choses sourcées, des choses de produits dans plus petite quantité. Au début de la bistronomie, c'était Yves Campdebord, donc qui avait fait quelque chose de populaire, je pense. Donc c'est comment dealer, si on veut, comment s'organiser entre des affaires où on va voilà, boire et manger la même chose, et vos affaires pour rendre la chose populaire. Et ça m'amène à une deuxième question, c'est quid du design dans tout ça? Donc votre femme vous accompagne sur les projets. Comment en fait on conceptualise un café? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Vous disiez les travaux, etc. Je comprends que ce soit vachement engageant et stimulant, mais voilà, comment on fait pour faire venir les gens chez soi? Je crois que vous avez été formé un petit peu avec Jean-Louis Coste. Donc il y a eu cette rupture dans les années 80. Mais aujourd'hui, après le Covid, comment on conceptualise un café? Alors après, je pense que pour la partie travaux et conceptualiser un café, je pense qu'avant, la priorité, c'est d'abord la première chose, c'est ce que fait aussi, je pense, Jean-Louis Coste ou d'autres personnes, c'est d'abord la partie technique. Il ne faut surtout pas commencer par la décoration, quelle erreur vraiment stupide. C'est d'abord toute la partie technique, après la partie circulation clientèle. Technique, pour moi, c'est la production, c'est-à-dire que c'est la cuisine, les réserves, la chambre froide, le flux des matières premières et le flux même des poubelles, du vin, de tout ça. Et après, ça va être on va dire ce qui reste comme espace pour les clients. Et après, ça va être la circulation client. Et après, ça va être la décoration qui vient en dernier lieu. Et voilà. Après, il y a des gens qui montent des projets totalement différents qui marchent très bien. Moi, c'est ma vision. Mais moi, je ferais comme ça. Et après, pour amener des gens dans un lieu grâce à la décoration, je pense que c'est pas, ça peut être un point d'entrée, c'est pas évident. C'est une question de notoriété peut-être du décorateur, ou sinon d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément avec une notoriété, mais qui fait quelque chose d'assez novateur ou innovant. Mais après, quoi qu'il arrive, ça sera jamais suffisant. On a connu des restaurants qui étaient extrêmement bien décorés ou qui avaient des concepts, mais je pense que l'important c'est l'expérience globale.
avec justement l'accueil, la cuisine. C'est ce qui est sympa dans le métier. En fait, avant tout, bien sûr, tu es cuisinier, mais tu es restaurateur, quoi. C'est le côté... tout est important, la musique, la playlist. Moi, je sais que je suis fan des plafonds acoustiques absorbants. Dans tous mes restaurants, j'ai des plafonds acoustiques absorbants parce que l'écho et le bruit, c'est très désagréable. Là même, par exemple, c'est dommage parce que là, on entend le bruit du brouhaha. Voilà, mais c'est d'avoir un bon acoustique, c'est vraiment essentiel, je pense. Plein de détails comme ça, assez intéressant. Mais moi, j'admire beaucoup Jean-Louis Coste et j'ai beaucoup aimé travailler pour lui. Et il m'a fait encore la gentillesse. Il vient à chaque fois dans mes restaurants quand je les ouvre. Donc, c'est assez sympathique et d'avoir la chance de voir ses retours. Et j'ai visité son agrandissement parce qu'il a racheté l'hôtel mitoyen de l'hôtel Coste. Et c'est assez impressionnant, sa capacité à faire des travaux et à mettre, je pense, plus d'énergie et de détails que les architectes eux-mêmes peuvent mettre. Je pense qu'il a repris ses plans, mais des centaines, si ce n'est des milliers de fois. Et c'est impressionnant. Et on ne parle pas du tout on va dire, des restaurateurs ou des hôteliers. On parle beaucoup des chefs. Et c'est vrai que je pense que c'est plus important pour qu'un restaurant marche, d'avoir que ce soit un hôtel, que ce soit un bon restaurateur, un bon hôtelier qui le tienne. Parce que j'ai vu des chefs très talentueux planter des restaurants. Et j'ai vu des restaurateurs très talentueux, par contre, avec des chefs assez moyens, réussir des restaurants, quoi. Moi, c'est mon avis. Hein. Ça répond totalement à la question. Il y avait une première question sur le sourcing. La question qui en découle ensuite, c'est voilà, ce monde limonadier qui fonctionne avec des fournisseurs, on en parlait là aussi, et donc de se retrouver finalement à manger les mêmes viandes, les mêmes burgers, les mêmes salades César, la bière c'est la même partout, et donc comment avoir d'un côté ça, et de l'autre côté des adresses indépendantes justement, indépendantes de ces fournisseurs, de ces contrats de bière, et comment entre ces deux retrouver du populaire en fait, retrouver un café dans lequel c'est simple de s'y rendre, de consommer au bar par exemple. C'est vrai que prendre un sandwich au bar ou un plat du jour au bar, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais c'est quelque chose qui renvoie au populaire. Donc voilà, c'est cette idée du accessible, etc. Je pense qu'après, déjà, rien que les brasseries d'il y a 10 ans ont quand même vachement évolué et progressé. Moi, je trouve, il y a 10 ans, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, parce qu'il y avait les flux de touristes et tout ça. Mais aujourd'hui, même des brasseries avec des bons emplacements ont quand même vachement progressé. On a une prise de conscience. Et même plein de fournisseurs commencent à s'adapter, à suivre le mouvement. Parce que celui qui a un peu la main, c'est quand même le client. Ils n'ont pas envie de perdre trop de clients. Et même s'il y a des emplacements qui sont, on va dire, très, très, très bons, malheureusement, justement, ça c'est l'avantage grâce aux réseaux sociaux et grâce aux applications. Tu peux trouver des très bons restaurants qui sont bien placés et qui fonctionnent très bien. Donc ça rebat un peu les cartes. Et je pense que eux sont on va dire les brasseurs ou certaines personnes sont quand même suffisamment intelligents pour s'adapter. Et il y a eu pas mal de progrès sur plein de choses qu'ils faisaient et ont aussi maintenant travaillé avec des brasseurs indépendants aussi, font plein de choses pas mal. Donc ça évolue. Hein, c'est plutôt je suis pas je pense que ça évolue des deux côtés et qu'ils suivent les tendances. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je voulais savoir si vous avez constaté une évolution dans les profils des gens qui postulent chez vous, en cuisine ou en salle. On a parlé de la crise depuis le Covid, des gens qui ont quitté le métier, il y a des gens qui intègrent le métier. Est-ce que vous voyez une évolution et une évolution aussi dans leur demande de salaire, de charge de travail, etc. etc. Merci. Je trouve que, je suis pas certain que ça soit lié à. J'ai pas l'impression que ça soit, en tous les cas, c'est mon impression que ça soit lié vraiment à la période de la crise. Non, mais peut-être que comme il manque de la main d'œuvre, tu sais, il y a d'autres profils ou d'autres gens qui n'étaient pas forcément prédestinés à ce métier qui aujourd'hui s'improvisent un petit peu dans le. Je le ressens pas. En tous les cas, moi, je le ressens pas comme ça au quotidien. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu, en tous les cas, je dirais, ces 5 dernières années, énormément de profils en reconversion qui sont venus toquer à la porte, ça c'est sûr, avec des profils, franchement, qu'on adore. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent eux qui ont les prétentions salariales les plus basses.
qui sont, quand on leur dit, moi des fois je suis un peu mal à l'aise, quoi. C'est une place de commis et j'ai quelqu'un qui a 40 ans en face de moi, qui a mon âge, et je lui dis écoute, moi je veux bien, t'as l'air super motivé, je veux bien te donner ta chance, on va te former, en tous les cas t'as l'air super motivé, mais par contre ça reste une place de commis, donc je vais pas te payer plus parce que t'as 40 ans. Et honnêtement, je crois qu'à chaque fois, ça a été non, il n'y a aucun problème, je comprends tout à fait, je recommence. Mon objectif. Alors, par contre, il y a souvent, dans ces profils-là, une intention de s'installer. Les gens qui sont en reconversion, ils ont quand même un projet derrière. Voilà, je dirais que moi, c'était ça, quoi. Il y a 4-5 ans, en fait, plusieurs profils en reconversion. Mais après, avec des belles histoires. Moi, j'ai une chef associée au Coucou, Pauline, reconversion. J'ai fait elle est venue chez nous, elle a toqué à notre porte. C'était pas du tout prévu. Elle a fait son stage chez nous. Derrière, il y a une place en CDD qui s'est présentée, puis CDI. Et 1 an et demi après, on ouvrait un restaurant avec elle et elle est associée avec nous, quoi. Donc, ça peut marcher pas mal, comme ça. Moi, je pense que on a plus de... Il y a 2 aspects. Dans la cuisine, tu as un peu un côté où, quand les gens ont pas mal d'expérience, ils ont un côté où ils sont devenus un peu plus, on va dire, opportunistes, mercenaires. Ils sentent que le truc s'est un peu renforcé, donc ils peuvent un peu plus faire jouer la concurrence. Ils ont un peu moins le côté, finalement, de se dire, moi, je vais monter mon restaurant. Ils se rendent compte aussi que c'est difficile et ils sont plus sur le côté, je vais essayer de prendre le maximum le plus rapidement possible. Et on m'a fait proposition à 5 000, tu me payes 3 000, donc soit c'est 4 000 et je reste un peu avec toi, ou des trucs un peu comme ça. Et on a aussi en salle, moi j'ai toujours la chance d'avoir des gens très passionnés, très impliqués, des jeunes qui avaient fait Lausanne, par exemple, qui acceptaient des postes de chef de rang chez moi, serveur, payés vraiment comme un serveur, parce que c'est pas parce qu'ils ont fait Lausanne pour moi qu'ils connaissent le métier, et qui ont bien évolué chez nous et qui sont là depuis 3-4 ans et qui sont des gens super, qui sont maintenant des directeurs de restaurant ou des managers. Et par contre, pour les postes, on va dire, de serveurs, là, c'est vraiment beaucoup d'étudiants, beaucoup de comédiens, beaucoup de gens très jeunes aussi. Et qui, nous, on est très contents de ça parce qu'on considère que le plus important, c'est surtout de prendre du plaisir dans ton métier et d'avoir envie d'accueillir les gens, de leur faire plaisir. Et donc, nous, on trouve ça sympathique. On les forme, on les emmène dans nos vignes, découvrir nos vignes. On leur fait goûter des vins, on les fait participer. Par contre, on leur dit un truc qui est très clair, c'est que toi, tu es comédien. Donc, quand tu fais un spectacle ou du théâtre, tu le fais avec beaucoup de sérieux. Nous, on respecte que c'est notre métier. Donc, fais-le avec beaucoup de sérieux aussi si tu le fais. C'est-à-dire que le prends pas à la légère. C'est pas pour rigoler. Donc, quand tu fais un café, il va falloir que tu le pèses, tu contrôles la qualité, le temps d'extraction. Donc au début, ils arrivent un peu sur un truc en disant mais c'est des malades mentaux ici. Et finalement, après, ils s'y prennent au jeu, ils adorent, ils adhèrent à notre, on va dire à notre, je sais pas comment dire, notre implication et notre rigueur. Et donc voilà. Après, nous, on considère que on n'est pas, on a quelques personnes clés dans l'organisation. Et après, on considère que les gens partent et viennent, et c'est comme ça. Et on a plutôt des gens qui restent assez longtemps. En moyenne, où les gens importants restent comme chez toi, 3 ans, tu vois, histoire de faire le tour et de s'épanouir. L'important, c'est, je pense, d'observer aussi quand on est commis, son chef, son second, et c'est à leur contact qu'on apprend. Donc, et c'est ça qui est sympathique, parce que je pense que les bons chefs ou les bons managers, ils vont donner tout ce que les gens sont prêts à recevoir. Il n'y a pas de limite. Moi, je sais que j'ai associé plein de salariés. J'en ai associé, je pense, 4 ou 5. Et j'ai adoré faire ça. Il y en a qui sont partis. Parmi la première vague de mes 3 associés salariés, les 3 sont partis. Et celui qui est resté le plus longtemps, il est resté 8 ans, je pense. Mais donc voilà, et là j'ai réassocié c'est un joli temps, 8 ans. Ouais, c'est un joli temps, 8 ans, et j'avais travaillé avec lui justement avant l'Hôtel Cos pendant 5 ans, je crois. Et il était plus âgé que moi, c'était mon manager, moi j'étais son serveur, et après moi j'ai monté un restaurant, 2 restaurants, il est venu dans le 2e restaurant, et après j'ai associé dans le 3e restaurant. Mais donc moi, et c'est pas pour ça que j'ai été vacciné contre associer un salarié. Et là, j'ai réassocié un salarié qui a travaillé pour moi pendant 4 ans avant en salle, et qui lui pourtant avait fait un master de droit des affaires et un master de gestion du patrimoine. Donc rien à voir. Et finalement, c'était sa passion pour payer ses études. Il avait fait de la salle et il adorait ça. Il a fait une formation de sommellerie. Et après, en fait, ce qui a été top, c'est qu'il s'est associé avec moi pendant le Covid. Et il a fait pendant les 1 an et demi avec moi le développement. Donc on était les 2 seuls à bosser. Et c'est drôle, mon associé historique, qui lui venait de la salle, n'a pas du tout réussi à prendre du plaisir dans ce développement qui était hors de l'opérationnel. Et nous, on s'est éclaté sur, j'en sais rien,
le graphisme de nos étiquettes, les matières sèches qui ont été une galère, notre capsule en cuivre qui a été une galère à sourcer, le petit logo qu'on a fait. On fait notre chocolat aussi, donc choisir notre machine pour faire notre chocolat, 1 milliard de choses qu'on a fait, les travaux qu'on a suivis. Et lui, c'est éclaté, c'est épanoui avec moi. On a partagé énormément de choses là-dedans, dans cette diversité où, j'en sais rien, les montages juridiques pour acheter de la terre en France, c'est extrêmement compliqué avec la SAFER qui peut préempter. Pareil, on s'est éclaté là-dessus, donc c'était très agréable. Et lui avait un profil totalement différent, donc voilà, donc il y a des évolutions, je pense comme ça, mais nous on n'est pas du tout fermé comme toi sur qui peut venir bosser chez nous, quoi. L'important c'est la motivation et l'envie des gens, et il n'y a aucun. Je pense que c'est des métiers qui se font vraiment au mérite, et tout le monde peut y arriver s'il a envie. On a fait le tour. Eh ben merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci.